Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts, 4e semaine avec mes experts. J'aimerais vous remercier, vous qui nous suivez de plus en plus. Alors likez, abonnez-vous à la chaîne et puis vous aurez des nouveautés bien entendu dans les semaines à venir. Donc restez avec nous et merci pour vos commentaires. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. 3 sujets pour cette semaine et avec des experts un peu différents. On va essayer de traiter des sujets différents, que ce soit d'actu, mais aussi qui vous servent à vous en tant que Marocaine, Marocain, citoyen, tout ce qui vous intéresse tous les jours. Premier sujet, on va parler de quoi? De la langue, la fameuse langue française. Remplacée par l'anglais, une étude du British Council a fait traîner un peu le sujet sur les réseaux sociaux, par les médias, mais on va essayer d'en parler. Quelle est la place du français? Quelle est la place de l'anglais? Et quelle est l'hypocrisie aussi posée par ce problème linguistique? Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet de cette semaine, l'Algérie, l'escalade algérienne. On va essayer de retracer la timeline et d'avoir une autre perspective, apaisée bien évidemment, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et enfin, troisième sujet, là ça vous concerne, on va dire de manière extrêmement concrète, c'est la copropriété. Et oui, la copropriété, vivre, avoir des bons voisins. Moi j'ai un voisin là que je ne peux plus supporter depuis un moment, mais je ne sais pas comment faire pour le mettre en demeure. Vous serez remplacé tout à l'heure par nos autres experts, Maître Mhirik, Maître Jafar Laïdi et qui c'est qu'on aura encore une fois? Oui, Reda Benani Dakhame qui sera avec nous de Home Syndic, un syndic professionnel, pour en parler. Avec moi, pour parler de ces deux premiers sujets, Wissal Gharbaoui qui est avec moi. Comment ça va Wissal? Bien. Tu vas bien? Alhamdoulilah. Alors, experte en intelligence économique et stratégique. Voilà. J'ai peur quand je dis ça. Experte en intelligence économique et École de stratégique. guerre, École de guerre économique. École de guerre économique. Impressionnant. Nabil Hafad, expert en digital. Bonjour. Patron d'Archipel. Ça va? Alhamdoulilah, très bien. Bon. Et notre ami Ali Sarhani qui est là-bas. Rappelle-nous ce que tu fais à tes heures perdues. Dirigeant du cabinet J'espère Service, cabinet de recrutement et de conseil RH. Tu es dans la chasse. La chasse à la matière. J'aime bien plutôt la chasse de compétences parce que quand on me dit chasse de tête, je pense au safari et au stern. Je préfère dire chasse de compétences. T'as déjà fait un safari, toi? Non, j'ai failli le faire en Afrique du Sud, mais je ne pouvais pas, j'étais en conférence de travail. Oui, mais on le croit, on le croit. Non, mais on le croit, on le croit. Vraiment, on le croit. Il me fatigue. Alors, j'ai une nouveauté avant qu'on commence le sujet, bien évidemment. J'ai ça. Parce que j'ai eu des réactions sur les réseaux sociaux en me disant Alice Hani, quand il s'énerve, il monte dans les tours. Alors, on m'a dit que je te traitais mal. Ah bon? Ouais, donc du coup, il récidive, je tu vois. me dis, c'est vrai. Donc, oui, c'est vrai. Et je vais continuer à le faire. Donc, à moins que vous vouliez créer une association de protection de Alice Hani, abonnez-vous, likez, envoyez-nous des messages. Donc, Ali, voilà. C'est le nouvel outil de la censure. Très bien, d'accord. On est très technologique ici. Voilà, c'est ici. Donc faites très attention. On passe au premier sujet, la langue française versus langue anglaise au Maroc. Un sujet qui nous tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'il déchaîne les passions, il divise. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le sujet, c'est insoluble, c'est-à-dire la manière avec laquelle le traiter, c'est la langue française, l'utilisation de la langue française, son statut, et surtout qui a été remis en évidence par une étude du British Council, ça part de là, 1200 jeunes qui ont été interrogés sur la manière avec laquelle ils considéraient la langue française. Alors quand on reprend l'intitulé de ce qui a été demandé, c'est que la majorité des jeunes interrogés trouvent que l'utilisation de la langue anglaise est vitale pour le pays dans son utilisation. Alors, ça ne veut pas dire remplacer le français par l'anglais. Est-ce que ça veut dire remplacer le français par l'anglais? De quelle manière c'est politisé? Moi, je vais avoir votre avis sur différents sujets. Toi, Ali, d'un point de vue recrutement, parce que tu es en front, il y a des besoins de l'entreprise. Wissal, tu es également dans l'enseignement. Et puis, quand on parle aussi de guerre économique, la notion de compétence et de compétence linguistique est importante. Et toi, Nabil, c'est sur les réseaux sociaux, depuis un moment, cette question est largement évoquée. Je vais commencer par toi, Nabil. Depuis quand, on va dire, sur les réseaux sociaux, on sent un rejet de la langue française? Est-ce que c'est un rejet de la langue française déjà? Et puis, l'intérêt pour la langue anglaise? Alors, c'est vrai que comme tu l'as dit en introduction, c'est un sujet à forte charge émotionnelle, c'est un sujet de passion, c'est un sujet de clivage. C'est un sujet aussi qui met en valeur un certain nombre de tendances et de mouvements de fond dans la société marocaine.
En termes de veille et de suivi sur les réseaux sociaux, nous, on a identifié les premiers bruits faibles, mais qui commençaient à devenir suffisamment visibles pour qu'on puisse les identifier et commencer à nous y intéresser à partir de 2017, c'est-à-dire un an avant le boycott. Ça s'est amplifié pendant la période du boycott, mais c'est passé inaperçu parce qu'il y avait plein d'autres sujets, donc finalement les gens n'y ont pas fait attention. Comme on travaille pour quelques marques françaises, forcément, nous, on s'y est intéressé au sujet, on a fait des analyses, on a produit des rapports pour nos clients pour qu'ils comprennent que quelque chose se passe en lame de fond dans la société marocaine. Par quoi? Parce que toi, tu écoutes les messages, il y a des items, il y a un Alors, vocable. Je vais expliquer très rapidement. Quand on écoute, nous, on écoute les conversations des gens, leurs commentaires. Leurs commentaires sont porteurs de sémantique. Donc il faut les écouter avec une oreille d'interprétation sémantique. Parce que tu viens de dire, on écoute les conversations des gens. Non, c'est-à-dire que oui, on les analyse, on les interprète, bien évidemment. Tu fais une analyse de ce qui est posté sur les réseaux sociaux. Très bien, donc tu as non, mais la précision est de taille. Merci beaucoup de l'avoir dit, parce que nous on dit social listening, écoute sociale, donc par défaut on dit écoute, mais effectivement on lit. C'est comme quand on dit on écoute la rue. En fait, sauf que la rue, elle est sur les smartphones et tablettes. Pour continuer dans la précision, on n'écoute que ce qui est public, que ce que n'importe qui peut écouter. La seule chose, c'est qu'on va écouter en masse, on va récupérer de l'information en masse, on va pouvoir la traiter pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a des patterns, est-ce qu'il y a des thèmes qui existent. Alors, en faisant cet exercice-là, je disais, on a identifié des bruits qui ont commencé en 2017 et qui ont évolué. Et quand on essaye d'analyser la charge sémantique, on arrive à voir quelque part 4 grosses tendances ou 4 gros clusters qui sont à la manœuvre en termes de conversation et de discussion. Le premier est un cluster qui va beaucoup plus essayer de dire « je rejette la langue française parce que c'est la langue du colon », parce que c'est une langue qui a été utilisée par l'élite de ce pays et qui, alors ce premier cluster fait le lien entre les conditions socio-économiques vécues et le fait que c'est fait par une élite francophone. Et il y a une sorte de rejet parce qu'on parle de la réalité socio-économique et du coup on rejette l'élite francophone et on rejette la langue française. Premier cluster. Mais je préfère donner les 4 après. Alors vas-y, donne les 4 après on réagit. Alors le deuxième cluster, lui, il est un peu plus identitaire. Donc pour lui, la langue du pays c'est l'arabe, la religion du pays c'est l'islam, la langue du Coran c'est l'arabe. Il y a un rejet de la langue. Pourquoi a surfé le PJD depuis leur arrivée? Voilà, il y a un rejet de la langue du fait identitaire, essentiellement, parce qu'on n'a pas à apprendre à nos enfants le français, on doit d'abord nous assurer qu'ils apprennent l'arabe, ainsi de suite. C'est un deuxième cluster. Et chacun est lié à des tendances de fond dans la société. Il y a un troisième cluster qui est apparu alors, à l'époque du boycott de 2018, mais surtout à l'époque du boycott des produits français, qui est plus récent. Alors, le troisième cluster, lui, c'est, si je devais le résumer, c'est un cluster qui cherche à prendre le leadership économique dans le pays, en remplaçant l'influence française dans le pays par une influence plus turque. Et là, on comprend très vite qu'est-ce qui se joue derrière. Alors, le quatrième cluster... On rappelle que PJD, c'est l'équivalent de AKP. On est bien d'accord. Je ne fais pas le lien pour le moment parce que après il faut le prouver. Oui, il y a beaucoup de proximité. Non, mais le PJD de toute façon il assume. Il y a un volume de conversation suffisant pour dire qu'il y a derrière une tendance qui consiste à dire consommer turc c'est de bonne qualité, c'est moins cher. C'est comme s'il y avait une démarche de déracinement entre guillemets de l'influence des produits et des marques françaises sur le marché pour pouvoir les remplacer par autre chose. Alors le quatrième qui est apparu, celui-là est très récent à mon avis, je le vois en tout cas récemment, c'est depuis, pas le réalignement, mais le changement d'alignement du Maroc sur l'axe anglo-saxon. C'est-à-dire que ce qui est arrivé depuis les accords d'Abraham, depuis à peu près un an, on voit maintenant, même au niveau de l'élite qui était anciennement francophone, on voit une tendance anglophone émerger, sortir. Et du coup, ça fait sortir beaucoup de jeunes sur la place. Bon, il y a comme une sorte de sentiment de fierté qui s'est mis en place depuis que le Maroc a eu une position un peu plus ferme par rapport à l'Espagne. Donc on a senti une nouvelle vague venir sur les réseaux sociaux qui, elle, dit finalement, oui, très bien, on a eu la chance de connaître le français, c'est bien. Là, l'anglais, c'est la langue universelle, c'est la langue de l'avenir. Et c'est là on voit sortir beaucoup de jeunes à la surface qui ont appris la langue anglaise. Pas forcément par l'école, parce qu'on avait un petit débat tout à l'heure. Les gens, aujourd'hui, ont des ressources d'apprentissage d'anglais. Ils n'attendent pas que l'école les enseigne. Le piano et l'anglais sur tout à fait le juste. chinois, le japonais, tout à fait Donc, ces 4 clusters sont en mouvement, sont à l'œuvre, et on voit beaucoup de débats, on voit beaucoup de conversations par rapport à ça. Et il y a une volonté d'intégrer l'anglais de manière un peu plus forte dans le quotidien. Et il y a chez certains la volonté de sortir le français. Maintenant, je voudrais juste boucler sur une opinion rapidement, personnelle. Parce que je veux faire réagir. Je t'ai laissé ton exposé. Je réagirai plus après. Parce que sinon, fais gaffe, j'ai ça. Non. J'ai la barre. Mais justement, ça fait mal. Ça fait mal quand on enlève. Ce que je trouve dommage, c'est que le sujet de la langue est un sujet fondamental dans un pays. Il a été trop politisé, il a été pris en otage. On n'ose pas l'aborder. Franchement, on n'ose pas l'aborder. Ouais, je suis d'accord. Et pourquoi ça nous touche? Parce qu'encore une fois, voilà, on fait cette émission, on parle en français. Oui. Hein? On parle aussi en darija, non? En fait, on parle comme on parle dans le milieu du dans la vraie vie.
dans le aussi dans la vraie vie, dans la vraie vie, dans notre quotidien, absolument. Alors, ton avis sur la question, après Ali qui va bien réfléchir sur ça. Bon, il y a 4 clusters, on va pas tous les décliner, mais se dire en ce moment, est-ce que, moi je veux juste savoir si on est conscient du message que beaucoup de gens véhiculent en essayant de faire des raccourcis, en mettant l'anglais sur le même pied d'égalité que le français, en oubliant toute l'historique, tout le côté usité du français au Maroc. Est-ce qu'on peut clairement, sans embâche, remplacer du jour au lendemain l'anglais par le français au Maroc ? Moi, d'abord, je pense que ça va être extrêmement compliqué et presque irréaliste de remplacer le français par l'anglais au Maroc dans un futur ni proche, ni moyen, ni lointain. Deuxièmement, ma modeste lecture de cette thématique-là dans l'univers auquel j'appartiens tous les jours, qui est celui de l'enseignement universitaire, ce qu'on constate, c'est que les compétences linguistiques, de manière générale, chez nos jeunes étudiants qui arrivent post-bac, sont extrêmement faibles, y compris en français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait une évaluation de compétences linguistiques qui sont nécessaires pour accomplir un cursus complet, d'enseignement universitaire et être demain dans la vraie vie professionnelle, etc. Et Ali en parlera probablement tout à l'heure. On a de vraies lacunes. Là, c'est pas parce qu'on dit verbalement dans une langue en français ou là en anglais ou là correctement, à peu près correctement les choses, qu'on sait les écrire, qu'on fait pas de fautes de sémantique, de syntaxe, de grammaire, d'orthographe, etc. Et puis je vous assure que moi j'ai été choquée par un certain nombre de résultats. Quelle langue, le niveau ? Alors, arabe, anglais, français ? Sur le français, ça a été ma première baffe, si bien que nous avons mis avec toute l'équipe qui gère ce qu'on appelle nous le laboratoire de langue, on a mis en place un programme de mise à niveau qu'on a appelé technique de communication et d'expression en langue française. C'est gentil. En gros, vous n'êtes pas nul, mais on vous renforce. Mais voilà. Et par contre, sur l'anglais, il y a de vraies lacunes. Je voudrais citer deux choses. Dans le paysage global de la jeunesse marocaine, qui est scolarisée, qui fait le cursus, etc., 15% vont dans l'enseignement privé et 85% dans l'enseignement public. On sait tous que... Avec une grosse concentration sur Casaraba. Sur l'axe Casaraba. On sait tous que l'apprentissage des langues, plus jeune on le commence, mieux c'est et mieux on le maîtrise. Mais à ma connaissance... Dans le parcours scolaire jusqu'en public, l'anglais, c'est même pas un sujet, c'est pas encore un sujet. Ça commence à être un sujet de réflexion. Ce que tu es en train de me dire, c'est que déjà, essayons d'enseigner correctement nos langues de base. Voilà. Nos langues de base. Exact. Même si le français, on a fait le choix de ne pas la faire entrer dans la Constitution. Après, on peut comprendre pourquoi. Oui. Bien entendu. Je comprends. Après. On aurait pu avoir notre statut que langue officielle, comme langue usitée, etc., ce qui existe dans des pays, subsahariens qui ont eu pas la même histoire que nous, mais en tout cas, on va dire les mêmes influences. Mais est-ce que ça, c'est pas un souci, ça aussi ? Mais bon, bref, ça c'est d'un côté politique. Non, mais attends, je vais passer là, parce que Ali, plus tu le fais attendre, plus après, d'un point de vue candidat. Et là, encore une fois, je sais que tu vas me parler franchement. Ah bah oui, à la bonne heure. Tu as un CV aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu reçois des CV en arabe ? C'est la première question. Non. 2, aujourd'hui, tu as un CV en français, un CV en anglais. Alors, toi, c'est bien particulier, tu recrutes beaucoup pour les multinationales, mais essaie de te mettre dans un point de vue beaucoup plus général. Aujourd'hui, c'est le français qui prime dans l'entreprise marocaine. En interne. D'accord. En interne, quand je dis en interne, au niveau du royaume, c'est le français qui prime. Mais vu que la plupart des entreprises, alors multinationales, mais également des entreprises marocaines qui commencent à exporter, qui lorgnent vers des marchés assez, je dirais, où on ne parle pas français, on parle anglais, où il y a le portugais. On a besoin d'emplois au Maroc. Attends, non, laisse-moi finir. Non, oui, je vais te laisser finir, mais il y a un moment juste pour l'emploi au Maroc. Pour l'emploi mais tu n'as pas compris. Quand je te dis exporter, c'est de l'emploi au Maroc. Oui, non, mais... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Alors, la langue française reste primordiale. Très bonne question quand tu reçois un CV en anglais. Non, primordial. Alors les gens se trompent. Il ne suffit pas de maîtriser la langue anglaise pour avoir un 18 sur 20. Si tu maîtrises la langue anglaise et que tu ne maîtrises pas le français, c'est déjà un problème au Maroc. Au Maroc, non. Il faudrait maîtriser les deux langues. C'est ce que je disais. Les deux langues. Alors autre chose, il y a 30 ans, quelqu'un qui parlait anglais était une sorte d'atout. Oui. Il y a 20 ans, ça on l'a vécu au niveau du cabinet. Oui. C'était pas mal.
Et depuis 10 ans, c'est devenu une normalité. C'est banalisé. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne parle pas... Alors, quand on parle anglais, et je rejoins un petit peu ce que tu as dit, ma chère Wissal, mais il y a une chose importante que tu ne dois pas oublier. Aujourd'hui, on vous dit, you have to talk. Parle. On s'en fout. You can make a lot of mistakes. Tu peux mettre des fautes. C'est toute la différence de mentalité entre les francophones et les anglais. Après, tu peux corriger. Ça, je dis aux professionnels. Machine académique. Je finis. Alors, juste toi, Nabil, toi, Ali, Wissal, toi, Nabil, je sais que tu es un pur produit de l'école publique. Oui. Moi Ali, les deux. les deux. Toi, moi, public, ouais. Public. Bon. Et je parle anglais depuis le lycée, quoi. Et je parle bien arabe, et je parle bien français. Je parle arabe couramment, je l'écris, je le lis, et le français, et pas de moi, vraiment, je veux vraiment qu'on illustre ça, et on est plein de notre génération, parce qu'on a 40, 45 ans. Faisal, notre génération, quand même, l'enseignement public de notre génération était un excellent enseignement public. C'est un excellent. Ça fait mal au cœur de voir ce qu'il est devenu. C'est très juste. Est-ce qu'il y avait, moi, je veux juste revenir un peu en arrière, parce que les gens qui nous regardent, il y a ceux de cette nouvelle génération, peut-être ceux dont tu viens de parler de ton 4e cluster, qui sont en plus de mouvances anglophones, etc., parce que ça fait sympa, nous aussi, on parle anglais, on est bien d'accord. Mais à l'époque, est-ce qu'il y avait cette considération de rejet du français vis-à-vis de l'arabe? Parce que moi, quand je te vois, quand je t'ai connu, ben voilà, l'arabe parfaitement maîtrisé, le français parfaitement maîtrisé, et puis ça t'a permis de faire la carrière que tu as fait aujourd'hui. Mais le Maroc de l'époque n'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est ce qu'il faut aussi regarder, parce que, encore une fois, la langue est un élément visible d'un ensemble de mouvements invisibles qui sont dans la partie immergée de l'iceberg. D'accord. Trop d'idéologie, trop politisée. Je veux arriver à cette question à vous. Oui, Faisal, la langue est un vecteur idéologique. On a malheureusement, depuis fort longtemps, depuis plus de 30 ans, nous avons abordé toujours la question de la langue à travers un axe politique et un axe contextuel. En fonction de la couleur du moment, suivez mon regard, on décide de favoriser l'arabe, favoriser l'anglais, favoriser le français. Alors, il y a voilà, autre chose. Au Maroc, c'est une particularité que nous avons, que personnellement je considère comme une richesse. C'est un atout, à condition que l'on sache l'exploiter et l'utiliser convenablement. Au nord du Maroc et dans nos provinces sahariennes, on parle davantage espagnol, on parle quasiment pas le français. L'axe Casaraba parle de plus en plus anglais, parce que c'est l'axe business, 70% de l'économie marocaine. J'y arrive. Quand on le reste parle français. Quand je vais à Rabat, quand je rentre dans un restaurant, dans une épicerie, j'entends pas parler anglais. De quoi on parle? Là, évidemment. Tu es la jeunesse montante, c'est le café. Chez la jeunesse montante, je suis d'accord avec Nabil. Écoute attentivement dans le café, les jeunes parlent. Il dit hey, what's up? Il parle anglais. Il dit pas bonjour, comment ça va? C'est pas le phénomène Netflix, hein? Alors, justement, on y arrive. Non, mais Faisal, tu as raison. Pourquoi? La génération de nous. On regardait des chaînes francophones. On regardait beaucoup les chaînes francophones, le peu qu'il y avait. On regardait beaucoup les chaînes marocaines, quasi exclusivement, de 18h15 à 23h30. Maximum. Pas en continu. Il y avait quoi? Il y avait Majlis Nouab, il y avait Vini Terranova. Non, il y avait le Moufti, il y avait Green Baïsar, il y avait Captain Majid. C'est ce qui a formé Ali Sarhani. Parce que vendredi, quand on tourne le vendredi. Non, mais mon cher Faisal, trêve de plaisanterie, on oublie l'influence immense qu'ont les nouvelles technologies sur l'accès à la communication dans des langues étrangères. Un jeune aujourd'hui qui est constamment sur son smartphone et dans des espaces de gaming, il n'est même pas pensable pour lui de gamer en français ou en arabe ou pour d'autres raisons. Mais aujourd'hui, tout l'univers technologique auquel nos enfants ont accès, il est essentiellement l'anglais, plus l'univers de l'entertainment. J'attends qu'il finisse. Non, j'attends qu'il finisse. Non, parce que sinon... Oui, ça. Non. Il est élégant, tu refuses qu'il le soit. Mais voilà. On doit être élégant sur des sujets comme ça. Non, mais sérieusement, Nabil, juste pour que tu confirmes cette tendance. Elle a entièrement raison. Aujourd'hui, il y a de la génération de l'État là. Aujourd'hui, elle est très exposée à du contenu en anglais. Elle est exposée à des services. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont plus la trouver en anglais qu'en français, qu'en arabe. S'ils la trouvaient en arabe, ils la prendraient. Il n'y a pas de problème. C'est une question d'adaptation. Du coup, il faut juste
ce sujet doit être traité avec beaucoup plus de pragmatisme. Il faut, à mon avis, essayer de réduire la charge émotionnelle et idéologique et politique et remettre à la surface du pragmatisme. Et tu penses qu'avec ce nouveau gouvernement, ça va changer? Ça pourrait. On l'espère en tout cas. Ça pourrait. Non, je crois que... non, excuse-moi, fini, Nabil. Parce que là, je crois qu'on part dans tous les sens. Pour la simple raison que... On part pas dans tous les sens. J'essaie de voir... Pas nous, on est arrivé à un cheminement... Le Maroc, pas le Nabil ou là... Non, non. Il ne parle pas de notre conversation. Non, pas de notre conversation. Quand tu mets pas ça sur la bouche, moi je suis content. Non, laisse-moi finir. Ça part dans tous les sens. Je suis désolé. Alors, nous... cabinet de recrutement, conseil RH, allez poser la question à tous les cabinets de recrutement, les conseils RH, tout ce que vous voulez. Tous les jeunes d'aujourd'hui, même ceux qui ne parlent pas français, veulent parler français, veulent parler anglais. Tout ce qui est idéologique, politique, à jeter à la poubelle. Ça compte parce que parce qu'aujourd'hui n'est pas le choix de parler une langue étrangère ou quelque chose, parce qu'on n'a pas le choix. Les gens l'ont compris. Aujourd'hui, quelqu'un qui aujourd'hui te discute avec toi, un jeune, et surtout l'anglais. L'anglais, je vais te donner un petit exemple. Non, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je te donne des cas concrets. Je veux pas qu'on ait l'impression que je défende. Mais tu défends rien. Je suis francophone, il n'y a pas de sauce. Mais juste aujourd'hui, le français n'appartient pas à la France. Est-ce que pour travailler, on va être pragmatique? S'il ne maîtrise pas le français, le minimum, le BABA, le français. C'est-à-dire si tu as quelqu'un qui maîtrise juste l'anglais et l'arabe, est-ce qu'il peut trouver un boulot au Maroc? À part الله يخليكم الله يخليكم باش نكونوا واقعيين وخليونا من الديماغوجيا غنقولها بالدارجه. اليوم اللي ما كيتملكش من اللغه الفرنسيه على الاقل راه الخدمه ما كايناش. انا كنقولها لكم بكل صراحه واللي قال لكم شي كلام اخر كذب. هالأولى. ثاني شيء من يتكلم عن اللغه العربيه؟ انا اعطيكم غير مثال عشو. كنا كندخلوا لواحد الشركه باش غادي تخدم عباد الله بلاتي دول الخليج. قالوا لنا شوفوا لنا شي واحد كيتكلم باللغه العربيه الفصحى لانه خصو يتكلم لان هي لغه التواصل ما بين الدول العربيه. اسمعني مزيان. لقينا عباد الله اللي يقراو الفصحى. فيغوري-vous جا عندي الكليون كيقول لك parle devant ton micro. Excuse-moi, كيقول لك مي مسيو Serhani, mais dans tous les pays du Golfe, l'outil de travail c'est l'anglais. Donc le mec, il suffisait pour lui de parler l'anglais. الله يخليكم ما تنساوش قضيه غير أيها الإخوان والأخوات اللي كتصنتوا لينا. تذكروا مزيان ما قاله الكاتب الجزائري المعروف كاتب ياسين الله يرحمه السعدي بالرحمة. كان يكتب بلغته الفرنسية. فأنذاك قالوا له الثوار الجزائريون وبعد الاستقلال قالوا له لماذا تكتب بلغة المستعمر؟ فأجابهم باللغة الفرنسية لأنه كان يكتب إلا باللغة الفرنسية. قال لهم le français est un but pour moi le français est un butin de guerre et je vais vous dire Parle devant bien le micro parce que sinon on va pas. Le français est un butin de guerre. هذه مقولة مشهورة أنا نقولها لكم باللغة العربية وهي أحسن بكثير غتفهموها. قال لهم هذا الكلام لما كانوا يقولوا له لماذا لا تتكلم بلغة تكتب بلغة المستعمر؟ أجابهم باللغة الفرنسية ولكن أترجمها. قال بالنسبة لي اللغة الفرنسية بمثابة غنيمة حرب. يعني أنه اليوم كتملك في اللغات. انا ملي كنتكلم في اللغه كيف قال شارلمان. Pourquoi quand tu parles en darija tu parles qu'à la caméra et quand tu parles en français tu parles à nous? Parce que je m'adresse aux gens. Oui mais tu t'adresses à nous aussi. je m'adresse. Il y a une différence de style qui est absolument incroyable. Ça on pourra rentrer, c'est super intéressant. Non mais ce que tu viens de dire. Grosso modo. Ce que tu viens de dire. Le truc démagogique. C'est super ce que tu viens de dire. Ça va dans le sens du pragmatisme. Je prends un exemple. Quand bien même on pourrait comparer, je prends bien des pincettes, comparer la France à par exemple Israël et la bande de Gaza, 99% des jeunes à Gaza parlent l'hébreu. Oui, mais oui. Est-ce que ça peut... Non, mais... C'est comme le nord du Maroc, comme disait si bien Wissal tout à l'heure. Le nord du Maroc, dans son intégralité, parle l'espagnol. C'est pas là le souci. Tu viens de dire, c'est un butin de guerre. من غير البوتان دو كير لا بلاتي نرجع للكلام اللي قلت لك. Si tu permets, moi je veux réagir, mais j'ai peur de... Il nous reste 5 minutes. Il est engagé, c'est difficile de l'arrêter. Les amis, j'ai peur de Ali ce matin, surtout qu'on a changé de position dans le plateau. Là, je l'ai dans l'axe. T'as mangé quoi ce matin, Ali? Arrête le café. Mais arrête le café, c'est pas possible. Non, moi j'aimerais juste dire deux choses. D'abord, il faut qu'on assume définitivement notre histoire. La pluralité. Il faut qu'on assume notre histoire. Définitivement. Il faut qu'on assume aussi notre héritage. Il est fait de cette histoire et de l'ensemble de ses composantes. Troisièmement, il faut qu'on arrête d'opposer notre identité à la langue qu'on parle.
Je suis désolée, ça passe par là. Je suis mghribiya jusqu'au bout des doigts. Est-ce que le fait d'être francophone Est-ce nous que c'est enlève parce notre que je marocanerie? parle Voilà la français ou vraie question. anglais et je parle aussi espagnol? Et j'ai eu la chance d'apprendre encore une autre langue il y a très longtemps dans mes études universitaires, c'est l'italien. Magnifique. Mais je maîtrise l'arabe, je l'écris, je le parle, je m'exprime avec en dialecte, en italien, tout. mais je fonds. Vas-y, dis-nous quelque chose. Che? Non, che cosa? Je veux dire che. Tutto questo per dire che cosa? Alors, non, ce que je dis... Il a envie de dire quelque chose. Non, ce que je veux dire, Asdi Ali, c'est que définitivement, non, Asdi Ali, vraiment, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi dans cette, sur un ton de passion, parce que on a décidé dans cette émission d'être dans le vrai. On fait pas de langue de bois, on fait pas de politiquement ou médiatiquement correct. On parle comme les Marocains tous les jours. Déjà, ce si que je dis donc, être correct, je l'aurais pas amené. Non, ce que je veux dire, vraiment, c'est important. Enfin, je suis méchant contre lui. Oui, j'assume. Faisal, le gaffeur, ça va être pour toi dans 5 minutes. Je dis donc. Ok. Je dis donc qu'il faut qu'on assume définitivement la question identitaire, et ce n'est pas parce qu'on parle l'arabe qu'on est plus marocain que les Marocains, et c'est pas parce qu'on parle le français ou l'anglais ou l'espagnol qu'on est moins marocain que les Marocains. La langue est une richesse, c'est une chance de pouvoir en parler plusieurs, c'est une nécessité pour être dans la vraie vie et dans le vrai monde. C'est un outil de compétitivité important pour nous-mêmes dans la gestion de nos carrières, pour notre pays dans son positionnement commercial, économique, géopolitique. C'est un outil de soft power qui est formidable. Regardez les Chinois, ce qu'ils font. Les Chinois, ils ont décidé que dans toutes leurs ambassades, vous avez un accès, les Russes aussi d'ailleurs le font, à la langue. Nous, on enseigne dans l'entreprise à laquelle j'appartiens. Nous enseignons dès la première année post-bac, nous offrons la possibilité à nos étudiants de poursuivre une langue rare, c'est-à-dire le mandarin ou le russe. Et je suis heureuse. Rare oui, dans l'enseignement, rare dans l'enseignement, mais pas rare en termes de nombre. Et nous avons constaté que... Il y a un vrai pragmatisme. Oui, on est concret dans la vraie vie. À l'époque de la guerre froide, un vrai rapprochement avec les pays du Golfe. Donc, on voit des diplomates russes qui parlent parfaitement arabe, bien, mais d'une manière... Totalement. Et un arabe médian classique, absolument compréhensible. Alors, on finit sur ces points-là parce qu'on a un peu dépassé le timing. Là. Juste pour finir là-dessus, donc... On a lancé ce sujet à partir de cette étude qui disait l'anglais, et à chaque fois on dit il faut remplacer le français par l'anglais. Donc finalement, alors, si on devait conclure. Non, Nabil, j'ai trop pris la parole. Vas-y, pas de souci. Qu'est-ce que vous êtes لا وين السلسوا قال لك لا فرشوا لك الشرف حيكم اللي تمشوا عليه الرعاوه هذا نطلب البيضاويه سدي علي راه كاينه واحد المثلثه تقول قوه بسم الله الرحمن الرحيم كتكسر الجنون برك علينا نصوا. Vas-y Nabil. Voilà. Alors, c'est quoi cette richesse là? Je reprends ce qu'a dit Wissal, c'est une richesse. Il faut la prendre comme une richesse, il ne faut pas la combattre, première des choses. Deuxième des choses, il faut bien évidemment consolider les éléments identitaires. Nous avons 2 langues dans notre constitution, il ne faut jamais l'oublier. C'est très bien. Consolider. Ça, c'est notre identité. Il faut les consolider. Il faut que dans la vie de tous les jours, tous les jours, on les retrouve. Il faut être clair là-dessus. Il faut pas qu'il y ait de dissonance. Parce qu'il ne faut pas aussi toucher, entre guillemets, la sensibilité des gens qui ne sont qu'arabophones ou qui ne sont qu'amazigh. Ces gens doivent se retrouver dans cette société. Maintenant, les gens qui ont eu la chance d'accéder à d'autres langues doivent prendre conscience de la chance qu'ils ont, continuer à travailler avec, parce qu'il faut regarder la langue comme un vecteur, comme un outil, comme un élément de lien qui nous ouvre vers l'autre et qui nous permet de progresser et d'avancer, mais qui n'enlèvent rien du tout à notre identité, qui ne la touche pas. حنا مسلمين متشبتين بالدين ديالنا عرب وامازيغ متشبتين بالامازيغيه. Maintenant, الحمد لله عطانا الله في هذه البلاد لا بوسيبيليتي، عطانا الله واحد العقل تري اجيل. راه هادشي اللي زوين في المغاربه ومالوغوزمون ما تنستغلوش. سي سكو تي تو هذيك لا غروند ريشيس. عطانا الله لا بوسيبيليتي نتعلموا اللغات، نتعلموا ندويو بهم ونخدموا بهم، نحيدوا السياسه من وليداتنا محدهم صغار مالهم بيان سور حيت المستقبل سي لافنير. Dernier point qui fait mal au cœur quand même, parce qu'on voit quelque chose. Est-ce que, et puis là aussi on va arrêter l'hypocrisie, l'élite, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot-là, moi, parce qu'on peut avoir une élite financière, une élite intellectuelle, etc., bref, où on se dit, il y a un clivage monumental entre les gens qui maîtrisent le français, qui ont l'accès, justement, qui fabriquent une petite élite. Ce sont ces gens dont moi je fais partie, qui ai mis mes enfants dans l'école française, parce que j'aurais bien voulu les mettre dans une école marocaine publique si elle offrait le niveau de qualité, avec toutes les débouchés qu'on pourrait avoir. On est encore en train d'alimenter ça, aujourd'hui, avec un clivage monumental entre des gens qui vont maîtriser de plus en plus le français, et d'autres
Absolument pas. On y rajoute l'anglais. On est en train d'alimenter ça, mais là, c'est très important ce que tu es en train de dire. On n'est pas en train de l'alimenter, on est en train de le subir. Parce qu'on aurait eu, je parle de mon expérience personnelle, on aurait eu la possibilité de mettre nos enfants dans l'enseignement public avec une garantie de qualité, mais même pas en rêve qu'on irait dans ces choix très compliqués. Après, pourquoi on va en école française? La britannique coûte trop cher, l'américaine, c'est même pas la peine. Et puis l'école britannique est récente. Non, mais il n'y a pas de débouchés. Et puis, on a encore du chemin à faire pour faire en sorte que l'anglais devienne réellement un outil quotidien d'échange, de business, de communication, de manière à ce que cela puisse entraîner la nécessité de considérer l'anglais dès l'apprentissage en jeune âge. Et ça, c'est fondamental. Il faut qu'on y pense. Mais c'est en bonne voie. D'ailleurs, quand on fait de la business intelligence, on se projette dans les 20-30 prochaines années. En termes de chiffres, il y a intérêt à parler anglais et intérêt à apprendre aux jeunes générations à parler anglais très tôt. C'est vrai. On finit sur ce point-là. Est-ce qu'on alimente ce clivage? Là, pour moi, non. Il ne faut pas trop écouter ce que disent les radios, ce que disent les gens. Bah merci, parce que c'est ce qu'on demande aux gens de faire. Ali, tu viens de nous faire un harakiri, là. C'est sérieux? Vraiment? Parle devant ton micro. Excusez-moi. Là, quand je dis les radios, la télé, tout ce que vous voulez, etc., là, aujourd'hui, les gens ont conscience d'une seule chose, que leurs enfants, par exemple, se doivent de maîtriser plusieurs langues, et l'idéal serait de maîtriser des langues étrangères qui peuvent leur permettre... On a déjà dit ça. Ça fait Est-ce que ça alimente ce clivage? Non, ceux qui l'alimentent ont compris une chose, que ça ne menait à rien du tout. Parce que même ceux qui te disaient que comme quoi il faut faire ceci, il faut faire cela, ne le font pas. Donc, mais je vais revenir à une question que tu as posée au départ. Alors, ce que je vais vous dire est très drastique. Je reviens de 2 conférences à l'international, je vais vous expliquer un truc. Il n'y a pas un seul intervenant français qui a discuté en français, alors que la possibilité était là, il ne parle qu'en anglais. Pour moi, personnellement, à l'interne... Laisse-moi faire. Parce que ça n'arrive pas tout le temps, je suis désolé. J'ai animé des centaines de conférences, c'est rare. À l'international, à l'international. C'était honteux. انت تجي المغربي كتكلم بالفرنسيه والفرنسي كيتكلم بالانجليزيه كتفكسها كتفكسني انا كنقول لك je te donne mon point de vue. À moyen terme, ou là je dirais à long terme, dans une génération, il faudrait que l'anglais prenne la place du français. C'est en bonne voie, franchement, c'est en bonne voie. La différence, c'est qu'il ne faut pas qu'on... Pas au détriment du français, il ne faut pas que cette avancée, on va dire, de l'anglais comme langue d'échange se fasse avec une approche politique ou là une approche il faut qu'elle se fasse dans une approche naturelle portée par la société civile, portée par les citoyens. Oui, entièrement d'accord, ma chère Wissam. Pardon, mon cher Nabil. Encore une fois, je vais revenir sur l'analyse de ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est en bonne voie. Les jeunes aujourd'hui qui ont entre 15 et 25 ans, pour leur grande majorité aujourd'hui, commencent à s'exprimer en arabe et en anglais. Parce qu'ils n'ont pas accédé au français, ils ont sauté un pas, ils ont accédé à l'anglais, facile pour eux, parce qu'il faut le dire aussi en termes d'apprentissage, c'est plus facile d'apprendre l'anglais que le français. Je peux vous garantir que c'est en bonne voie. Moi, par exemple, aujourd'hui, dans notre groupe d'activité, toutes les recrues qu'on a prises ces 2 dernières années de la génération Y ne parlent qu'anglais. Ils parlent bien français, mais ils ne veulent pas parler français. Ils parlent anglais, ils sont plus à l'aise. Leur mindset, et maintenant, il a été moulé sur une logique anglophone. Et c'est comme ça, et c'est en bonne voie, et c'est une lame de fond. Nabil, on a mon expérience personnelle. Thank you very much pour votre participation. Voilà, c'est comme ça demain. Malheureusement, je ne sais pas parler à Mazir et j'aimerais beaucoup, mais ça sera un autre sujet. Ça sera un autre sujet. Merci à vous, on a été long. Tu veux pas de proverbe aujourd'hui? Tu veux pas de proverbe? Tu l'as fait tout à l'heure à table. Voilà, tu gardes ça. Ça colle pas. Ça sera comme ça. Alors Charlemagne disait, c'est extraordinaire. Celui qui parle une seconde langue a une seconde âme. Magnifique. Vive Charlemagne. Merci. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que Charlemagne... Non, mais moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit en arabe, j'ai oublié le nom de l'auteur, c'est « Takallam hatta arak ». Allahu Akbar. Et moi, je connais. Ça veut dire que ta façon de t'exprimer va définir qui tu es. C'est ce que je connais. Ok, manger des pommes, parler français, arabe, ce que vous voulez, bref, peu importe, soyez pragmatique. On passe au deuxième sujet tout à l'heure, c'est l'Algérie, l'escalade algérienne. Ça aussi, on va essayer de bien vous faire comprendre ce qui se passe là tout de suite. Deuxième sujet de cette semaine dans Parole d'experts, on parle du frère ennemi, c'est l'Algérie, l'escalade algérienne, ou alors ce qu'on peut attendre de ce qui est en train de se passer. Alors,
traiter ce sujet, bien évidemment, on pourrait le traiter d'un point de vue historique, on pourrait le traiter d'un point de vue politique, géopolitique. Vous avez sûrement lu beaucoup d'analyses, beaucoup d'explications. On a choisi de le traiter d'un point de vue guerre de l'information, guerre de la propagande. Et on se dit souvent, traiter ce sujet-là, c'est un peu sensible, mais moi je ne comprends pas pourquoi c'est aussi sensible, parce que voilà, on est marocain, on a le droit de se poser des questions et d'essayer de comprendre ce qui va se passer. Alors, nous a rejoint sur le plateau Reda Mouhsin, rédacteur en chef adjoint de H24. Merci Reda. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être venu sur le plateau. C'est la première fois sur le plateau, donc il va falloir que tu t'habitues à nos invités et à nos intervenants. Oui, Nabil. Il a droit au gaffeur lui aussi ou pas? Oui, mais bien sûr. Parce qu'il est non, mais on va le bisuter lui dès le départ. Okay. Surtout sur un sujet comme l'Algérie. Il y a beaucoup de gens qui s'autocensurent. Mais Nabil, le gaffeur sur le plateau de Faisal, c'est l'équivalent du bip, tu sais. Ouais, c'est le bip. Alors, Nabil, Wissal, c'est vrai qu'avoir anglais sur ce sujet-là, c'est extrêmement intéressant parce que on voit beaucoup de choses passer, on voit beaucoup de choses relayées sur les réseaux sociaux, des journalistes algériens, des appels au terrorisme, tu sais, ce genre de choses. Et après, savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, avoir aussi la perception des Algériens, encore une fois, parce que les Algériens sont nos cousins, les Algériens en tant que peuple sont nos frères. Et c'est vrai que c'est... Frères jumeaux, comme l'avait dit le roi. Oui. Voilà, donc il y a un moment donné... analyser toute raison gardée et de manière apaisée, pour moi, c'est extrêmement important pour qu'on puisse comprendre. Aujourd'hui, cette guerre se joue là-dessus. On parle de guerre déjà, le vocable. Cette guerre, il y a déjà une guerre de l'information. Évidemment, toute guerre veut dire qu'il y a propagande derrière. Et puis, bon, il faut quand même dire la vérité, c'est que les médias marocains sont restés quand même assez sages. Ils ont un peu suivi la politique de la diplomatie marocaine qui a évité de répondre. Ça a toujours été le cas. Pas vraiment. Mais dans cette crise-là, depuis 1 an, 2 ans, les médias marocains se sont montrés plutôt réservés. Contrairement aux médias algériens, qui bizarrement, plusieurs sites, plusieurs médias qu'on estimait indépendants se sont vraiment ralliés systématiquement à la propagande d'Algérie. Je parle par exemple de TSA, des Watan, des médias qui, sous l'ère Bouteflika, étaient quand même beaucoup plus indépendants que certains médias marocains. Bizarrement, depuis 1 ou 2 ans, on remarque certaines tensions chez les médias algériens. Oui, effectivement. Aujourd'hui, le temps n'est pas le même. Selon qu'on analyse ce qui se dit au niveau des médias marocains ou ce qui se dit au niveau des médias algériens, c'est vrai que le temps n'est pas le même. Il arrive qu'il y ait des dérapages du côté des médias algériens, un peu plus que des dérapages du côté des médias marocains. Ça, c'est quelque chose qu'on peut constater. Maintenant, cette guerre, entre guillemets, de désinformation se joue au niveau des médias, mais elle se joue aussi au niveau des réseaux sociaux, chez monsieur et madame tout le monde, chez les particuliers. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui des techniques connues, qui sont utilisés pour pouvoir créer des perceptions, pour pouvoir créer des mouvements de masse au niveau des réseaux sociaux. Dans le jargon, ça s'appelle de l'astroturfing. De l'astro Astroturfing. Astroturfing. Astroturfing, c'est un mot un peu barbare, bizarre. Ça s'appelle mais Nabil a toujours des mots savants, tu sais. Toutes les techniques. On dirait le mot d'une friandise australienne. Exactement. Astroturfing. Il y a une origine, mais bon, c'est pas le moment d'en parler. Mais en tout cas, ce sont toutes les techniques qui sont utilisées pour créer une perception, du coup, dans laquelle on va faire de la distorsion d'information. On va travailler de manière à ce que les gens à qui on destine les messages développent une perception. Donc alors là, c'est quoi, de l'astroturfing algérienne ou algéro-marocaine? C'est quoi Très honnêtement, il est des deux côtés, il est dans les deux sens. Aujourd'hui, il y a un travail de création de perception. Si vous posez une question à un Marocain, qu'est-ce qu'il va retenir de l'Algérie? Il va retenir le batata, il va retenir les manques, il va retenir les longs queues sur les butins de gaz. Alors que probablement la réalité socio-économique en Algérie n'est pas forcément, elle est peut-être pas bonne, mais elle n'est pas aussi dramatique, catastrophique et dramatique. On est en train de nous montrer. Donc du coup, finalement, et c'est ce qu'on ne souhaite pas pour le peuple algérien. Et de l'autre côté, c'est l'htab, c'est chacun y va. Chacun y va de ces éléments pour essayer de créer une perception, que ça soit là ou que ça soit là, que chez le voisin, ça va très mal, c'est mauvais. Du coup, ce que dit en tout cas notre communication officielle, va dans ce sens-là, il ne fait que corroborer. Alors, donc, justement... Alors, par contre, juste pour que je sois assez juste par rapport à ça, très clairement, c'est plus mesuré de l'autre côté vis-à-vis de nous que nous vis-à-vis d'eux. Et c'est ce que je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure. C'est plus mesuré chez nous. Non, c'est plus mesuré en termes de, je veux dire, c'est plus intense de l'autre côté que nous verrons. Et ici, c'est plus calme, ici, c'est plus sage. On reste quand même plus sage dans la manière dont on aborde chez les médias papier, pas les réseaux sociaux. Là où je rejoins, c'est que dans les réseaux sociaux, évidemment,
Alors, et je ne sais pas si je pourrais tout à l'heure prendre la parole. Oui. Un problème exact. Non, on est en train de voir, on est en train de me faire des grands signes. Donc Reda, on te demande de bien rester devant ton micro. D'accord. Parce que sinon, après, c'est moi qui me fais engueuler, donc c'est comme ça. Ce qu'il faut, à mon avis, dire à nos concitoyens, c'est vraiment de leur dire taqlou. Parce que ce qui circule aujourd'hui comme information, on ne peut pas tout prendre et tout relayer. Il faut quand même qu'on puisse savoir raison garder. Ça, c'est valable pour tout. Hein. C'est valable pour tout, mais dans un sujet comme celui-là, dans lequel... Aussi sensible aussi. Honnêtement, Faisal, moi, personnellement, ce qui me dérange, c'est qu'on publie beaucoup de contenu qui touche à la dignité du peuple. Le régime, on comprend, on a un problème avec le régime, on peut faire de l'analyse politique, mais là, on touche à la dignité du peuple. Quand hier, je vois circuler une vidéo sur des gens qui sont partis dans un champ de pommes de terre pour ramasser la pomme de terre, et que tout le monde s'y est mis avec une grosse déferlante, là, je trouve que ce n'est pas digne de nous, Marocains. La vérité, et ça, c'est pas nous. On n'aimerait pas ça de l'autre côté. Moi, le message que j'ai envie de dire aux gens, je vais le dire en arabe, on approche le marécage parce que c'est un marécage. On approche le marécage dans lequel on veut nous amener. Alors, mais justement, la posture, que ce soit la posture de la diplomatie, que ce soit la posture du roi aussi, qui a été d'être très... Voilà, exactement. Voilà, et qui donne le ton, finalement, qui a toujours donné le ton de la manière avec laquelle, justement, tu l'as dit, les médias traitaient le dossier algérien, le dossier du Sahara. Pendant longtemps, ça a été accaparé par en haut. On avait, après, avec l'avènement de la nouvelle diplomatie, la diplomatie New Generation marocaine. Tout à l'heure. Ouais, on a quand même une avancée. On peut plus en parler. On a plus de latitude qu'on avait il y a 20 ans ou il y a 10 ans, Wissal. Oui, c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à une guerre informationnelle qui a tous les ingrédients de la guerre informationnelle. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait du contenu, particulièrement sur les réseaux sociaux. Mais il y a une différence, je trouve, dans le traitement ou dans l'approche dans cette guerre informationnelle. La ligne éditoriale de nos amis voisins algériens, elle est clairement orientée vers l'agressivité, vers l'attaque, vers la déstabilisation, vers les affabulations, souvent, vers des accusations qui sont parfois même qui relèvent presque du ridicule. On ne va pas refaire tout ce qui se lit depuis plusieurs mois dans la presse. Et au Maroc, le Maroc mène sa guerre informationnelle avec retenue, avec un axe qui est assumé et à travers des institutions. Lorsque Sa Majesté prend la parole et qu'il donne le ton de la manière avec laquelle nous devons faire une lecture de ce conflit qui nous oppose à nos voisins, il donne le ton aussi à tous les Marocains. Et effectivement, je trouve que dans cette guerre informationnelle, il n'est pas utile, et puis le résultat n'est pas garanti non plus, parce que rester crédible, y compris quand on mène de la guerre informationnelle, c'est important. Par contre, en face, nous avons une guerre informationnelle qui est désordonnée parce que ça parle de tout et de n'importe quoi. Ça fait beaucoup de récupération et beaucoup d'amplification de plein de sujets. Je dis qu'il faut en effet que l'on continue en tant que Marocains à faire la différence entre le régime qui est aux manettes et entre le peuple. Oui. C'est fondamental que l'on soit dans cette... Est-ce que ça a changé? Je reviendrai sur ça après. Ça a changé, justement, en termes de médias. Encore une fois, le ton est donné par le souverain. Le ton est donné par la diplomatie. Oui. Il y a à peine quelques années, même dans les médias, ça vociférait dès qu'il y avait, alors sur les dossiers du Sahara, et ça donnait pas beaucoup de résultats, on l'a bien vu, alors qu'à l'époque, les Algériens étaient beaucoup plus forts en termes de lobbying dans les instances internationales, etc. Ça a changé. On sent que ça a changé à ce niveau-là. On voit qu'on est plus. Vous parlez au niveau des médias algériens? Non, je parle des médias marocains, les nôtres. Moi, je pense que les médias marocains sont beaucoup plus sages par rapport à il y a 3-4 ans. Donc ça s'exprime. Depuis que le Maroc a marqué des points sur ce dossier-là. Contrairement à l'Algérie, encore une fois, moi, je suis vraiment étonné de la tournure qu'ont pris certains médias algériens, qui sont devenus des relayeurs de la thèse des militaires algériens. De propagande. Ce n'était pas le cas. Je te sens déçu parce que je connais je connais les journalistes algériens. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes algériens qui souffrent de ça. Oui, aussi. Et vraiment, on est
On avait beaucoup de respect pour beaucoup de journalistes algériens, j'en connais, qui ont... C'est des journalistes qui ont combattu l'islamisme pendant la... qui ont souffert. Qui ont de vraies positions, qui ont de vraies convictions. Malheureusement, d'ailleurs, c'est ce qui nous amène à nous poser la question sur le rôle de l'élite. À quel moment elle prend la parole? Nous constatons que cette élite en Algérie ne prend pratiquement plus la parole. Et chez nous, les militaires en Algérie ont repris un peu du poil de la bête, et c'est eux véritablement les vrais... c'est eux qui dirigent la communication officielle du pays. Quand il y avait Bouteflika, on sentait quand même le régime Bouteflika, il est bien critiquable, mais il laissait une grande marge de manœuvre au niveau de la liberté d'expression. Depuis qu'il y a eu la chute de Bouteflika, on ressent que les militaires ont repris un peu le pouvoir sur les médias, sur la communication. Alors vous avez parlé, je reviens sur l'élite. Silence de l'élite en Algérie. Alors, j'aime pas ce terme, élite. C'est quoi cette élite intellectuelle, élite fidante? Des penseurs, des acteurs. Encore beaucoup. Non, les acteurs politiques, les acteurs des médias, c'est ça. Alors là, tu as parlé de l'Algérie. Au Maroc, nous, notre élite, est-ce qu'elle s'exprime sur le sujet? En tout cas, ce que l'on remarque, c'est que lorsque notre élite s'exprime, que ce soit au niveau des cercles économiques ou des cercles politiques, c'est toujours dans une ligne éditoriale, on va dire, uniforme, qui est une ligne des institutions, qui est très loin des propagandes et des agitations inutiles. Lorsque le voisin va nous accuser de tous les mots MAUX, nous allons capitaliser sur les points que nous avons gagnés aux Nations Unies. Lorsque la résolution 2606 a été votée, nous allons capitaliser sur de vrais sujets et non pas sur de l'image. Nous capitalisons sur des faits et non pas sur des perceptions. Et je trouve que le Maroc mène cette guerre économique ou gère cette guerre économique avec beaucoup d'intelligence, de doigté et de hauteur. Et nous avons remarqué en effet le changement de style des médias marocains. Tu parles de guerre économique, toi? Je parle de guerre économique parce qu'elle est intimement liée à la guerre informationnelle. La guerre informationnelle est un instrument redoutable dans toutes les guerres. Tu sais, Faisal, avant, nous utilisions l'influence pour gagner des guerres. Aujourd'hui, nous faisons la guerre pour gagner en influence. Aujourd'hui, les réseaux sociaux joue un rôle fondamental. Il est nécessaire que l'on soit dans une approche sereine et dans une approche structurée pour rester crédible dans l'ensemble de nos démarches. Les médias marocains s'inscrivent dans cette ligne-là. Les citoyens marocains doivent également s'en inspirer parce qu'il faut encore qu'on continue de faire la différence entre le régime qui gouverne en Algérie et le peuple algérien qui est probablement lui aussi victime d'un certain nombre de choses qu'il n'a pas choisi, qu'il subit, bien entendu. Alors, c'est toujours comme dans un débat. Finalement, il y a celui qui s'énerve et qui gesticule, et il y a celui qui reste de marbre et de glace, et on voit à peu près aujourd'hui on voit qui occupe les deux parties. Est-ce que ça peut jouer son rôle sur le plan international? Alors, nous, on regarde aussi beaucoup les médias internationaux, enfin médias francophones, médias français, etc. La situation est aujourd'hui tronquée par la relation entre aussi l'Algérie et la France en ce moment même. Le Maroc, évidemment, a bien raison de prendre cette posture un peu de hauteur, de sagesse. On le voit bien, même quand il y a eu les accusations sur l'événement des 3 camionneurs. Aucun pays, aucun média étranger n'a pris au sérieux ces accusations. Donc oui, ça n'a pas été relayé, on va dire, abondamment. Non, mais tu sais pourquoi mais Faisal, parce que... Donc il y a eu un travail, là. Là, on revient à l'information. Bien entendu, mais à l'échelle internationale, est-ce qu'il est plus productif d'échanger avec un interlocuteur qui a la tête froide et qui est structuré et qui a une approche pragmatique et organisée et argumentée de manière forte pour pouvoir arriver à une solution, ou est-ce qu'on va aller converser avec un interlocuteur qui est surexcité, qui est très agressif, qui est totalement dépourvu de rationalité dans son approche et qu'il est exclusivement dans de l'émotionnel et dans de la charge affective et qu'il utilise en plus le peuple pour ça. L'opinion publique internationale, je pense que ce que fait l'Algérie, c'est d'abord de la consommation interne aussi, et surtout de la consommation interne. C'est surtout ça. Nabil. C'est de la consommation interne, mais c'est aussi une tentative d'attirer l'attention sur elle, sur ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, comme disait Wissal, le concert des nations, le monde, les gens développés ont des calculs pour la région. Et ils ont à côté d'eux deux acteurs. Ils ont un acteur qui a une histoire, qui a un ancrage, qui est structuré et qui est en ordre de marche, et qui est aussi pour un relais de croissance et de développement vers l'Afrique et un relais de stabilité. Et de l'autre côté, ils ont un pays qui a aussi une histoire, qui a un certain nombre d'atouts, mais malheureusement qui est aujourd'hui pris en otage
par le régime militaire, qui est un régime militaire. Il faut regarder que la moyenne d'âge des gens. Hein. C'est des gens qui ne sont pas sortis de la guerre froide, qui sont toujours avec un mindset de post-indépendance. Donc ils ont face à eux, je ne vais pas utiliser l'expression parce que c'est enregistré, mais en tout cas, ils ont face à eux un régime qui est qualifié de certaines choses, même par les médias internationaux. Donc on n'a pas forcément envie de discuter avec ces gens-là. Et l'Algérie sait très bien qu'elle a perdu le dossier du Sahara, parce que c'est le dossier central. Elle sait qu'elle a perdu. Aujourd'hui, le Maroc a pris une telle avancée sur le sujet. C'est un sujet qui est en phase presque de finish. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Et c'est les signaux qu'on voit. Et elle a perdu ce dossier-là. Et ce dossier-là, qu'est-ce qu'elle perd? Elle perd l'influence sur toute la région. Donc l'enjeu est énorme. L'enjeu pour eux est énorme. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'agitent réellement. Consommation interne. C'est des soubresauts? C'est des soubresauts, d'autant plus qu'il y a une question qu'on a tendance à... Ça peut être des soubresauts dangereux ou pas? C'est ma dernière question. Mais Faisal, il y a un sujet extrêmement important. Ça fait partie des signaux aussi auxquels il faut qu'on soit très attentif, c'est la Libye. La question libyenne, le Maroc a joué un rôle central dans la question libyenne. Pas la Libye. Non. La Libye, l'État libyen. Le Maroc a joué un rôle central dans l'apaisement de la question libyenne. Les accords de Skhirat de 2015, l'histoire les retiendra, ça s'est passé à Skhirat, au Maroc. Ça s'est passé nulle part ailleurs. Aujourd'hui, il y a des discussions à Paris. Sans agenda étriqué, sans calcul de court terme. Sans aucun agenda, ce qui est aussi à la faveur du renforcement du leadership du Royaume du Maroc sur les questions régionales. C'est quelque chose qui fait grincer des dents très sévèrement le régime algérien parce qu'il a encore échoué en agitant tous les épouvantails qu'il a pu. Il a encore échoué, encore une fois. Le Maroc est arrivé avec une approche de sagesse, une approche de médiation, une approche d'aller de l'avant, et ça c'est quelque chose qui agace. Et j'ai juste envie de citer une petite anecdote. Aujourd'hui, Nabil, tu parlais de la moyenne d'âge. Petit remaniement très léger, 3 ministres dans le régime algérien qui ont changé, parmi eux le ministre de la Communication, 63 ans, ministre de la Communication, en plein contexte extrêmement tendu et basé aussi sur la communication. Donc on nomme un ministre qui a 63 ans sous un régime algérien. Voilà, plein de questions à nous poser. Les jours suivants vont être très intéressants à observer, notamment sur le paysage. Et on l'observera. Si je peux me permettre, il y a aussi un autre point dont on ne parle pas beaucoup, qui peut expliquer un peu toute l'agitation du régime actuel, c'est que selon les analystes mondiaux, selon les centres d'études et de recherche, horizon 2025-2030, gros tarissement des réserves en gaz et en pétrole en Algérie, ce qui quand même représente une menace énorme pour ce pays, dont 93% des revenus viennent des revenus d'hydrocarbures. Absolument. Bon, après, avec une très faible redistribution, mais ça c'est une autre question. C'est-à-dire que ce régime a montré son incapacité à gérer les problèmes économiques et sociaux de son pays. Il a eu un mouvement très structuré qui est le Hirak, qui était en ordre de marche jusqu'avant cette histoire de Corona. Il a été sauvé par Corona, entre guillemets, parce que ça fait entrer les gens dans les foyers. Mais il sait très bien que c'est un régime qui n'a pas de légitimité au sens populaire et que sa tête est demandée par le peuple. Le peuple veut un régime civil, il veut des élections démocratiques, il veut aussi pouvoir vivre dans son pays de la manière la plus normale possible. Donc ce régime aujourd'hui n'arrive pas à trouver des solutions économiques et sociales. Ce régime, il a face à lui un voisin qu'il a titillé pendant 45 ou 50 ans. Finalement, le voisin, n'ayant ni pétrole, ni gaz, ni ce qu'on veut, a quand même réussi à construire son pays modestement, à avancer. Et aujourd'hui, sur le sujet central, qui est le sujet du Sahara, ce régime voit que le Maroc est en train d'avancer avec l'accord des Nations Unies, avec le soutien d'un ensemble de pays, avec une expression de confiance qui devient de plus en plus forte en Sa Majesté et en le Maroc en tant qu'acteur important pour la région. Donc vous voyez, d'un côté, on a quelque chose qui monte et qui avance, et de l'autre, on a quelque chose qui s'enlise. Et avec un renforcement des alliances qui est quand même extrêmement important. On y reviendra, parce que ça aussi, d'un point de vue géopolitique, c'est intéressant d'analyser tout ça. Merci. Alors, on va encore souligner que nous, ce qu'on souhaite, c'est le mieux possible pour le peuple algérien. Oui. Ça, on le répète encore une fois. C'est pour ça qu'on était dans cette démarche, on n'aime pas les vociférations, tous ces messages tronqués qui sont là pour humilier. On n'aimerait pas ça, on n'aime pas ça de l'autre côté, on n'aime pas que on l'aime pas pour nous, on l'aime pas pour nos voisins. Et on reste dans cette posture, nous en tant que médias, et puis on espère que vous qui nous regardez aussi, vous êtes dans la même posture, drivé par le boss. Bah non, mais c'est vrai, qui est dans la même posture. Il y a une ligne de conduite qui est la ligne officielle et institutionnelle du pays, il faut qu'on y reste, et voilà. Merci, Reda, d'avoir été avec nous. Troisième partie de cette semaine de Parole d'Experts. On revient sur un sujet beaucoup plus terre-à-terre, mais qui vous intéresse tout aussi. Si vous habitez dans une résidence, immeuble,
et que vous habitez à côté de voisins, c'est compliqué. C'est le voisin algérien. Non, mais non. Tiens, ouais. Ah ouais, le syndic, la réunion de syndic avec le voisin algérien pour l'Union du Maghreb arabe qui n'existe absolument plus, ça doit être le pas voisin mal. tel qu'il a été décrit par Tarek Mjelloun dernièrement sur un article qui est extrêmement intéressant. Eh ben, on en parle tout de suite, c'est comment gérer sa copropriété, les problèmes qu'on a au niveau de la copropriété. Troisième sujet de cette semaine dans Parole d'experts. C'est dur d'avoir des voisins, c'est dur de vivre en communauté, dans un immeuble, dans une résidence, parce qu'il suffit qu'il y ait un des voisins qui décide du jour au lendemain de construire sur le palier. On a déjà eu ce genre de cas, de faire une véranda sur votre balcon, et puis vous revenez après un week-end. Bon bref, c'est des exemples un peu extrêmes, mais qui peuvent arriver. C'est compliqué, c'est pour ça qu'on parle de copropriété, avec tout ce que ça peut poser comme problème de constituer un syndic, de voir la responsabilité également du syndic. Ça, ce sont des questions que vous devez vous poser tous les jours, chacun s'y retrouve. Et pour en parler, j'ai changé de plateau d'experts. Maître Mherik, qui est avec moi aujourd'hui, huissier. Comment ça va, maître? Ça va. Merci, Faisal. Marhaba bik. Merci. Reda Bnani Dakhama, DG de Home Syndic. Syndic professionnel, voilà, qui est en costume et en basket, voilà, très jolie basket, voilà. Et Jafar Laïdi, bonjour, Faisal. Avocat au barreau de Casablanca pour tout le volet juridique. Voilà. Bonjour. Alors, c'est vrai que on a décidé de parler de différents sujets aujourd'hui liés à la copropriété parce qu'il y a des problèmes, mais il y a aussi des avancées. Et puis, il y a souvent... On revient de loin, parce qu'avant, récupérer les créances, récupérer les cotisations, c'était extrêmement compliqué, ça prenait du temps au niveau de la justice. Maintenant, ça s'arrange petit à petit, mais aussi comment constituer un syndic. Alors déjà, un des principaux points, c'est le syndic en lui-même. Aujourd'hui, il est soit constitué par les copropriétaires, soit on fait appel à des professionnels comme toi qui doit gérer pour le compte de la copropriété voilà, le syndic. Aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué de constituer un syndic, on va dire classique, avec des copropriétaires, dans un immeuble où il y a 12 appartements ou 6 appartements, enfin aussi grand, aussi petit soit-il? Est-ce que c'est compliqué? Aujourd'hui, la complexité ne se situe pas seulement dans la constitution du syndic, mais dans savoir ce que le syndic bénévole, qui fait partie des copropriétaires, quelles sont ses obligations, quelles sont les modalités d'application de la loi et comment suivre l'évolution de la copropriété sur les années. En clair, il faut une assemblée générale, mais en parlant d'assemblée générale, il faut d'abord répondre aux règles de convocation d'assemblée générale pour que celle-ci soit légalement reconnue, que ce soit les autorités nationales, les banques ou tout ce qui est judiciaire, on va dire. On va être très basique. Comment on fait pour constituer un syndic? Là, tu parles de convocation. Donc ça revient à notifier, et là la notification chez les huissiers. Dima, mouchkil awis, on est bien d'accord. Oui. Et même au niveau des avocats, la notification, même quand on doit mettre en demeure, c'est toujours un problème. Oui, au niveau du formalisme, comme disait Reda, le formalisme est très important. Les copropriétaires, c'est des gens qui ne sont pas des professionnels. Donc, surtout quand on a un syndic qui n'est pas professionnel. Donc, il faut se familiariser avec la loi. La loi est très formelle, comme a dit Reda. Il y a des formalités de constitution du syndic, de procès-verbaux, de convocation, de signature, etc. De règlement de copropriété qui doit être conforme à la loi. Donc, en l'absence de tout ça, les syndics se retrouvent face à des difficultés pratiques. Notamment, on a parlé de l'ouverture d'un compte bancaire. Si vous allez chez une banque, elle va vous demander un dossier juridique en bonne et due forme du syndic. Et si vous ne l'avez pas, si elle constate que vous n'avez pas, parce que la banque aussi, elle vérifie que vous avez respecté le formalisme, les convocations, est-ce que les PV sont conformes à la loi, est-ce que les règlements de copropriété est à jour. Donc vous vous retrouvez face à des difficultés pratiques du type ouverture de compte bancaire. Alors voilà, donc déjà le préalable de base, ouvrir un simple compte bancaire, ça peut devenir un véritable problème, Maître Mherik? Oui, tout à fait. مسألة ديال الفتح ديال الحسابات البنكية أصبحت فعلا مسألة مؤرقة لأن تيتشكاو بزاف ديال الناس وخصوصا وكلاء الاتحادات ديال الملاك المشتركين تيتشكاو من هذه القضية ديال أن لي بانك حاليا وقعوا في واحد لامبيغويتي وقعوا في واحد لا كونفيزيون ما بقاوش يفهموا
على ان اوفغيغ ان كونت بالنسبه الان وكيل اتحاد ديال الملاك المشتركين مساله عاديه جدا. لا هما تيمشيو تياسوسيوها تيشاركوها تيكونفونديوها مع لي زاسوسياسيون، تيمشيو تيبداو يطالبوا وكيل الاتحاد تيطالبوه بالقوانين الاساسيه بالقوانين الداخليه لانشاء الجمعيه بالورقه ديال الحضور بالكيتوس واش ديفينيتيف ولا مؤقت، يعني كاع ديك البلعه ديال الاجراءات كامله والوثائق الكامله اللي كتحتاج لها الجمعيه تبقى الظاهر ديال 1958 بخصوص الحريات العامه وانشاء الجمعيات ولاو تيكونفونديوها بزاف ديال وكلاء الاتحاد واقفين يعني واحلين ما تيقدروش يفتحوا لي كونت بانكير وبالتالي ما تيقدروش يسيروا الاتحاد ديالهم. علاش؟ لان خصهم عندهم دي زوبليغاسيون، خصهم يخلصوا دي ريغلومون، يخلصوا الواجبات، يخلصوا l'ascenseur. ولكن غير خصنا نفهموا علاش pourquoi c'est aussi compliqué parce que on en a souvent discuté. Lorsqu'on crée un syndic, il y a un appel de fonds. Ça aussi c'est compliqué. Donc c'est-à-dire que j'imagine qu'on peut pas du jour au lendemain laisser la responsabilité à quelqu'un sans qu'il y ait des garde-fous, de dire allez, je prends les cotisations de tout le monde. Quand c'est dans un petit immeuble de 4 appartements, bon, c'est quand même des sommes, mais on imagine quand on dépasse les 50 ou 60, ça peut commencer à faire des sommes considérables. C'est ingérable. Ouais. Effectivement, comme a dit Oustad Jafar, quand on parle de copropriété aujourd'hui et d'ouverture de compte bancaire, à un moment, les banques se sont réveillées et se sont dit, écoutez, parce qu'ils ont des règles prudentielles et des règles d'audit de différentes sections des comptes qu'ils ont, surtout la conformité, comme vous dites, ils se sont réveillés en disant, écoutez, tous les comptes syndics que nous avons ne sont pas des comptes qui répondent à la conformité de la loi sur la 1800 et son amendement 106.12. Donc, il va falloir demander des documents supplémentaires aux copropriétés et surtout aux syndics qui les gèrent, qu'ils soient bénévoles ou professionnels. Et à un moment, les banques ont commencé à bloquer les comptes bancaires. Donc, les syndics, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, voyant leurs comptes bloqués avec de la trésorerie, pour ceux qui avaient de la trésorerie dedans, ne pouvaient plus faire mouvementer les comptes bancaires. Donc, ils ont dû faire appel à des professionnels pour les accompagner dans la mise à jour du syndic, qu'il soit bénévole ou professionnel, de leur copropriété, dans le sens où ils doivent avoir le règlement de copropriété, comme l'a dit Oustad Jafar, à jour, avoir les règles de présentiel, les règles de convocation, les règles de vote d'un certain nombre de décisions, conforme à la loi. Bon, après, on parlera un autre jour. Oui, mais alors juste... Non, mais concrètement, là, encore une fois, les gens qui nous regardent, et j'imagine des gens qui nous regardent, qui sont dans un immeuble, ils ont tous les problèmes du monde pour se dire que moi, j'ai pas envie de faire le syndic, ça va être Red Machakir, etc. Je vais prendre le Souleya, etc. Est-ce que ça... Qu'est-ce qui, on va dire, protège... Là, on parle encore une fois de syndic bénévole, après on parlera du rôle des syndics professionnels. Un syndic bénévole, il va se dire, mais moi je vais avoir tous les problèmes du monde. Quel est le niveau de responsabilité que peut avoir un président de syndic? Parce que ça aussi, on endosse une responsabilité qu'il ne faut pas sous-estimer. Oui, bien sûr, le président du syndic est un mandataire du syndicat des copropriétaires. Donc, et on dit bien bénévole, donc il ne doit pas recevoir de salaire. Après, c'est un autre débat. Ah oui, non, mais il faut en parler. Non, mais justement. Je pense qu'il y a une possibilité de rémunérer le bénévole. Bien sûr, le syndicat de l'Assemblée peut décider de le rémunérer. Il fait un travail qui est, comme on l'a dit, qui est substantiel. C'est très lourd en termes de formalisme bureaucratique, etc. En plus, il est, disons, la face. Il reçoit toutes les doléances, les plaintes, etc. Est-ce qu'il a une responsabilité pénale? Il peut avoir une responsabilité. Civile et pénale, les deux. Ça, c'est une certitude. Vous savez, pardon, rapidement, parce que c'est un point qui est très très important et qui concerne tous les immeubles, aujourd'hui de petite ou taille moyenne. Vous avez un concierge dans l'immeuble. Ce concierge travaille avec vous dans 99% des cas, ou est extrêmement rare, il n'est pas déclaré. Quand ce concierge n'est pas déclaré, un concierge doit être déclaré à la CNSS en bonne et due forme. Ah oui, mais ça va de soi. Dans la culture, non. Il y a des gens qui disent c'est un concierge, ça saken, là, saken, etc. Ça y est, on n'a pas besoin de le déclarer. L'exemple que je donne toujours, c'est qu'imaginez ce concierge, vous savez, la vie est en fait ainsi, il peut mourir le soir d'une crise cardiaque. Et bien, le lendemain matin, quand le président du conseil syndical ou le responsable du syndic bénévole se réveille et le trouve décédé, il faut appeler qui? Il faut appeler la police ou les gendarmes qui vont venir, et ils vont comprendre les circonstances du décès. Et je vous dis, c'est un calvaire inimaginable pour la personne en charge de tout cela. Et après, si les ayants droit de cette personne réclament un certain nombre de choses,
elles peuvent les réclamer à l'encontre du syndic bénévole qui est voisin, et intuitu personné, et même l'État peut se réserver, je parle sous votre contrôle maître, peut se réserver le droit d'aller en justice contre cette personne-là, qui a employé quelqu'un qui n'est pas déclaré à la CNSS. C'est-à-dire, je résume, s'il arrive quelque chose à un concierge qui n'est pas déclaré, on va voir le président du syndic, s'il y en a un, ou alors il y a une responsabilité conjointe. Mais non, mais parce que c'est important. Que ce soit sur les papiers ou on appelle ce qu'on appelle communément dans le langage de la loi le gestionnaire de fête. Même si vous n'êtes pas nommé en assemblée pas générale. La fête, hein. Non. Même si ça, on peut parler des fêtes pour le syndic. C'est une horreur. Ouais, problème des voisins. Si vous n'êtes pas nommé en assemblée générale, mais que les voisins vous reconnaissent comme étant la personne qui gère pour le compte de la copropriété et donc qui est syndic bénévole, vous pouvez être reconnu comme étant ce qu'on appelle gérant de fait du syndicat des copropriétaires. Et votre responsabilité, qu'elle soit civile ou pénale, est engagée. Oui, oui. هنا كنرجعوا للمقتضيات ديال الفصل 26 من القانون المنظم 18/00 اللي كتحدد على سبيل الحصر ما هي الاختصاصات ديال وكيل الاتحاد لو سانديك دو لا كوبروبريتي اللي من ضمنها حمايه الإقامة واللونتروتيان ديالها والصيانة ديالها والنقاء ديالها والنظافة ديالها، أداء الواجبات، أداء المستحقات، أداء الناس ديال الخدمات اللي تقدموا خدمات الإقامة، وبالخصوص لا كوليكت كيجمع لي كوتيزاسيون ديال السكان. هو راه ماشي لو جوندارم ديال الإقامة، هو ماشي شرطي الإقامة، هو تيدخل اتيتر دو بون فوازيناج والجوره وكذا، تيدخل باش يكون هو ذاك الخيط الابيض باش كيدير اون اوبيراسيون دو كونسيلياسيون، لان دائما لي فوازان سون ما غاديش نقول اون غير، ولكن كيكونوا بعض سوء تفاهمات وكيكونوا بعض المشاكل لا بوليسيون نوكتورن اكسيتيرا، والصداع ديال الليل، والناس اللي عندهم سهرات، الناس اللي عندهم ضيفان دائما اللي كيديرونج لا سيرينيتي لا ترانكيليتي ديال لو بون فوازيناج. كيكون هذاك لو سانديك مسكين هو اللي في لانترفاس، هو اللي تيمشي باش يبرد با دي تو. هي ما داخلاش في الاختصاصات ديال لو سانديك، تيديرها اتيتر bénévole. Alors, le recouvrement, ça c'est un vrai problème. Les gens qui ne veulent pas payer les cotisations au syndic, mais qui par contre veulent bien utiliser l'ascenseur, veulent bien utiliser les parties communes, veulent bien sans payer quoi que ce soit. C'était une vraie plaie avant, il y a quelques années, et à chaque fois que je te dis, Reda, bon, c'est encore une plaie, tu me dis non. Maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à recouvrir ces créances. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que les tribunaux sont beaucoup plus... Alors, ce qui est bien, vous avez un avocat, vous avez un gestionnaire de syndic, et puis vous avez un huissier. Donc c'est lui qui va chercher l'argent. Si vous avez maître qui vient taper à votre porte, monsieur Tchoufi. Que les huissiers de justice, devant moi, parce qu'on parle d'huissier de justice, on fait un petit aparté rapide. Ah oui, on aurait souhaité et on aurait aimé que les huissiers de justice aient plus de pouvoir. Aujourd'hui, on leur a donné un pouvoir qui, sans eux, il n'y a pas de démarrage de procédure. Sans un huissier de justice, sans la notification d'un huissier de justice et son procès-verbal de notification, il n'y a pas de démarrage de procédure. Ben moi, je demande officiellement, dans votre tribune que vous m'accordez, je vous en remercie, de donner plus de pouvoir. Alors c'est quoi? Quel plus de pouvoir là? Non, mais je travaille pour lui. Aujourd'hui, plus de pouvoir à un huissier de justice. Vous savez, je comparais rapidement et je ne maîtrise pas beaucoup, mais je vais parler rapidement. Par rapport à la France, vous avez un huissier de justice. Vous avez un huissier de justice qui a force de loi et opérationnellement, il a le droit de saisir lui-même. Aujourd'hui, un huissier de justice, vous me reprenez maître, il saisit entre les mains de quelqu'un. C'est ça. Très bien. Moi, je réclame, très honnêtement, étant donné que cet huissier de justice est la pierre angulaire du démarrage de la procédure de recouvrement, j'aimerais que cet huissier de justice ait le pouvoir d'aller lui-même saisir et ne pas attendre les autorités pour lui apporter le concours de la saisie. Il faut que lui, étant donné que Mouhallaf, je reprends le terme légal, il a le droit, selon le jugement du président du tribunal, ce qui est le cas ailleurs, c'est le cas ailleurs, bien sûr, qui n'a jugé que parce que suite à la confirmation de l'huissier de justice qui a bien notifié le copropriétaire débiteur, si on parle de copropriété. Donc c'est-à-dire qu'un huissier vient constater, vient notifier, ensuite ça doit partir au tribunal qui va donner une ordonnance, finalement c'est ça, l'exécution. Mais l'exécution, sur cette base de l'exécution, il faut qu'il y ait l'huissier. Si vous permettez, نفس الإطار ديال السي رضا اللي تكلم عليه. Bon, l'huissier de justice المغربي
ما كنقارنوش مع لوسي جوستيس الفرنسي لان توت لا ديفيرونس لا وهنا مساله ديال النجاعه القضائيه ليفيكاسيتي جوديسيير لابا كاينه ليفيكاسيتي جوديسيير هنا تنقلبوا عليها on est en train de la chercher ou c'est important parce que des fois on a une décision de justice et on se dit c'est fini mais c'est là que tout commence. Ça commence. Bah oui. هنا باش نكونوا صراحه لوسي جوستيس لا كامبان وكيل الاتحاد من لو جور ديال لا كونفوكاسيون ديال لا بروميير اسامبلي جينيرال il l'accompagne من النهار الاول باسكو les deux cas différents ديال comment notifier pour une assemblée générale c'est ou bien la poste ou bien l'huissier de justice l'huissier de justice c'est plus efficace اش غادي نقولوا بالنسبه للناس اللي ما كاينينش في المغرب واللي ما غاديش تلقاوهم l'huissier de justice ملي كيمشي تيقول هاد الناس ils se trouvent hors du Maroc ou là en France ou là en Espagne ou là etc. ما عندنا غرض pour l'assemblée générale elle-même la présence d'un huissier de justice pour minuter et préparer le procès verbal de l'Assemblée générale qu'on va distribuer dans un délai de 8 jours. Et là, باقي الملاك المشتركين هنا الافيكاسيتي ديال المفوض القضائي فين كتبان خصوصا ملي كيحتاج لينا وكيل الاتحاد بالنسبه للناس اللي ما تيأديوش الواجبات ما تيخلصوش لي كوتيزاسيون. Alors justement, est-ce que c'est plus facile maintenant? C'était la question de départ, mais c'est intéressant de voir. Je reviens par rapport au recouvrement. Aujourd'hui, grâce à la loi, et c'est une grande avancée en ce qui nous concerne, on a réussi, je pèse mes mots, à sécuriser la dette. Sécuriser la dette, ça veut dire qu'on va au tribunal, on obtient une injonction de paiement, on notifie le copropriétaire débiteur, on peut sécuriser la dette sur tout type de saisie que nous pouvons faire. Donc saisie compte bancaire, sur titre, sur titre foncier, sur compte bancaire, sur bien meuble, sur ce que vous voulez. On peut même avoir une hypothèque sur le bien meuble. Exact. Ah oui. Aujourd'hui, quand je parle de sécurisation de la dette, c'est une très grande avancée pour la copropriété parce que au moins cette dette-là ne va pas partir et en plus maintenant la loi avant nous donnait 2 ans, maintenant elle nous a donné 5 ans de prescription de la dette. Donc aujourd'hui on peut sécuriser la dette, le problème ne se pose pas. Par contre, juste c'est important, c'est plus 2 ans, c'est 5 ans. Donc si vous n'avez pas payé vos cotisations pendant 5 ans, on ne va pas venir vous demander que 2 ans, ça devient comme les impôts, on revient 5 ans en arrière, c'est ça? Je vais encore plus loin. La loi existe et la discrétion du juge est là. Si donc le juge peut dire. Bien sûr, si le juge estime que vous êtes redevable de 10 ans et que pendant 10 ans vous n'avez pas payé vos charges et qu'elles sont justifiées par rapport au PV d'Assemblée Générale, par rapport au process de convocation, par rapport à vos engagements vis-à-vis de la copropriété qui n'ont pas été remplis, le juge peut décider de vous faire payer les 10 années. De recouvrement. J'ai vu des dossiers pareils. Oui, on en a vécu également et on explique les choses clairement. On leur dit, et vous savez pourquoi? Pardon, excusez-moi. Le juge nous dit, et il a raison. Tu me vois maintenant. Non, je dis à tout le monde. Le juge dit à juste titre. Dès qu'on parle d'argent, vous étiez quand pendant 10 ans? Effectivement, nous, on a été nommés il y a 2 ans dans cette résidence. Il y a un historique. Ils n'avaient pas les moyens, ni la connaissance, ni la maîtrise, ni la mise à jour juridique de la copropriété. C'est pour ça qu'on vient vous voir après 10 ans. Et à ce moment-là, je vous assure, on a Alors, dernière question, parce qu'on pourra reparler de ça, c'est extrêmement important, avec des exemples concrets, puis les questions que vous pouvez poster sur Facebook. Mais j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de professions qui sont réglementées, qui font des appels de fonds. On est bien d'accord. Les appels de fonds publics sont réglementés. Alors, par contre, un syndic, on peut se dire, qu'est-ce qui le réglemente? Parce que demain, encore une fois, toi tu gères des grands ensembles et tu es une société. On gère de tout, des grands et des petits ensembles, effectivement. Alors dans ta profession, il y a du bon, il y a du mauvais, j'imagine, comme dans toutes les professions. Ce n'est pas une profession réglementée, c'est ça le problème. Elle n'est pas réglementée, mais j'imagine que demain, une société de syndic qui a de mauvaises intentions, elle récupère les cotisations, même si elle ne récupère pas tout, 50% d'un ensemble de 1000. Aujourd'hui, il y a des ensembles, ça fait quand même des sommes qui sont énormes. Qu'est-ce qui les empêche du jour au lendemain de prendre la poudre d'escampette, même si je pense au pire. Aujourd'hui, c'est pas une profession réglementée. Non, c'est-à-dire que voilà, théoriquement, n'importe qui peut devenir syndic. N'importe qui. Oui, n'importe quel oui, il n'y a pas de restriction. N'importe qui peut devenir promoteur immobilier aussi. Aussi, oui, mais syndic, comme tu l'as dit, c'est plus délicat parce qu'il collecte des fonds. Et les promoteurs aussi. Oui. Mais oui, donc il collecte des fonds qui peuvent être très importants lorsqu'on parle d'ensemble résidentiel énorme. Donc là, on a c'est-à-dire l'accès à ce titre qui permet de collecter des fonds n'est pas limité. Donc n'importe qui peut le devenir. Bon, après, les droits et obligations du syndic sont réglementés dans la loi sur la copropriété, mais l'accès à cette qualité n'est pas réglementé. C'est-à-dire qu'on n'en a pas.
Pardon, Maître Mherek, on en a souvent parlé et on a beaucoup fait appel aux autorités qui ont fait une loi que je trouve parfaite à 95%. Une loi parfaite. Oui, franchement, honnêtement, honnêtement, je vais vous dire une chose. En tous les cas, le travail qui a été fait sur la copropriété et sur la loi, pour moi, à 95%, il nous permet de faire notre travail sans aucun problème. La seule chose qui manque, c'est l'accès au métier de syndic. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des agences de location de véhicules. Pour pouvoir... Il faut un agrément. Il faut un agrément. Une agence de voyage, il vous faut un agrément. Un agrément. Bah, exactement. Un agent d'assurance. Moi, j'irai plus que là, au-delà de l'agrément. Parce que, vous savez, notre métier requiert d'avoir des connaissances dans plusieurs domaines. Et je n'ai pas les connaissances dans plusieurs domaines. Donc, il faut faire appel. Par contre, je m'entoure de professionnels pour leur donner un coup de main. Donc, aujourd'hui, il faut avoir un minimum de bagages juridiques, administratifs, comptables et techniques pour pouvoir accéder à ce métier-là. C'est simple de le réglementer dans la loi et de dire, je dis une bêtise, hein, le syndic doit avoir minimum Bac plus 4, il doit avoir minimum tel ou tel diplôme, et il doit déposer une caution d'1 million de dirhams pour gérer les copropriétés. Il faut une surface financière. C'est pas toujours et vrai parce que... souscrire une assurance aussi, j'imagine, comme les avocats, les notaires, responsabilité professionnelle. Oui, c'est pas toujours vrai parce que malheureusement شفنا جينا طلبوا من الناس باش نمشيو نخرجوا نشوفوا نديروا معاينه بعض الاقامات اللي بعض الشركات ils ont plié bagages نشوف حالاتهم خلاو هذوك الاقامات dans l'impasse totale. C'est déjà arrivé. Ça arrive toujours. Ça arrive toujours parce que normalement, quand on regarde le fikra le métier, il faut qu'il soit encadré, il faut qu'il soit organisé. Pourquoi pas au sein d'une association, les professionnels, parce qu'ils sont appelés, ils ont un grand avenir. Ils sont appelés à gérer pas mal de résidences parce que chaque résidence, du moment que la dimension de la résidence augmente, il faut un syndic professionnel, pas bénévole. Même quand je suis géré 28 immeubles ou 46 immeubles, il y a des complexes immobiliers qui sont énormes, qui nécessitent, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de logistique, etc., etc. Donc beaucoup de formation et de connaissances. Bien, je pense qu'on reviendra sur le sujet. Merci, hein, ça nous a permis de mettre un peu en perspective tout ce qui se passe. Et puis après, on parlera des gros problèmes de voisinage. Hein, les gens font des fêtes jusqu'à 4h du matin. Vous savez, c'est quoi le plus grand problème de voisinage? C'est quoi le plus grand problème de voisinage? Non, c'est les parkings. Et j'en fais appel aux autorités. Les sous-sols. Les parkings. S'il vous plaît, obligez les promoteurs à mettre des parkings titrés avec des places affectées. Voilà. Pour chaque et c'est pas premier arrivé, premier servi. C'est une bombe à retardement. Voilà, bombe à retardement, les parkings. Voilà, merci à vous. Merci d'avoir été avec nous pour cette semaine de Paroles d'experts. Continuez à nous liker, à suivre la page Facebook, sur YouTube et à nous envoyer vos commentaires, des mails aussi si vous voulez. Merci d'avoir été avec nous pendant toute cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine dans Paroles d'experts. Bye bye.